Bienvenue au monde des films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film policier, dramatique et à suspense de 2010 intitulé The Town. Le quartier de Charlestown, Boston, est connu pour son nombre élevé de vols de banque tout au long de l'année. 4 amis de longue date y sont particulièrement doués. Doug, Jem, Clancy et Des. Doug est le cerveau derrière leur plan. Il dit aux 3 autres tous les détails qu'ils doivent mémoriser sans faute avant leur prochaine opération. Lorsqu'un garde entre dans la banque avec un sac d'argent, il en profite pour le pousser et entrer avec lui, prenant immédiatement le contrôle de la situation. Toutes les personnes présentes sont jetées au sol. Leurs téléphones portables sont pris et après que les voleurs aient vidé la caisse, ils obligent la responsable Claire Casey à ouvrir le coffre-fort. Après avoir pris tout l'argent et mis les disques durs des caméras de sécurité dans un micro-ondes pour les détruire, les voleurs commencent à verser de l'eau de javel partout pour s'occuper d'une éventuelle preuve ADN, sans savoir que Claire appuie sur un bouton d'alarme silencieux avec son pied, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand ils s'en aperçoivent enfin, Jem bat le directeur adjoint en pensant que c'était lui. Et alors qu'il bouge violemment, Claire voit son tatouage au cou. Voyant que la police est sur le point de les encercler, Jem décide de prendre Claire avec eux en otage, ce qu'ils ne font jamais. Il lui bande les yeux avant d'enlever leur masque et une fois qu'ils sont assez loin de la banque, il la dépose à la plage, n'ayant plus besoin d'elle. La scène du crime est prise en charge par le FBI sous la responsabilité de l'agent spécial Adam Frawley. Il peut voir que les voleurs se sont occupés de tous les détails possibles et n'ont laissé aucune preuve derrière eux, ce qui signifie qu'ils doivent être des professionnels. Ces hommes trouvent également la camionnette qu'ils ont utilisée pour le vol, mais elle a été incendiée et personne dans le quartier n'est disposé à parler en tant que témoin. Le lendemain, Frawley interroge Claire, qui lui dit le peu qu'elle sait et omet le détail du tatouage parce que les voleurs ont menacé de la tuer si elle donne des informations au FBI. Pendant ce temps, les 4 voleurs se réunissent pour discuter de la terrible idée de Jem de prendre en otage. Mais quand il arrive, il apporte les pires nouvelles. Il a la carte d'identité de Claire et a remarqué qu'elle habite près d'eux, donc elle le verra souvent dans le quartier. Il pense qu'il devrait la suivre partout et s'assurer qu'elle a assez peur pour ne pas parler. Mais Doug prend le relais et dit qu'il le fera parce que Jem a déjà été en prison. Une fois qu'il ne peut pas se permettre une deuxième grève. Mais en vérité, il le fera parce qu'il ne fait pas confiance à la violence de Jem ces derniers temps. Ensuite, Doug et Jem font le tour du quartier pour effectuer tous les paiements nécessaires à leur marchand d'armes, à leur concessionnaire d'automobile et à Fergie, un gangster irlandais dont la devanture est un magasin de fleurs. Ensuite, ils passent la soirée à boire, à jouer, à se droguer avec des call girls. La nuit suivante, tous les 4 prennent un verre dans un bar lorsqu'ils sont approchés par Chris. La sœur de Jem est une mère célibataire. Elle et Doug étaient ensemble, et elle dit qu'il lui manque, mais Doug ne veut rien avoir à faire avec elle et s'en va. Quelques heures plus tard cependant, alors que Doug regarde la télé chez lui, Chris entre avec son ancien exemplaire des clés et lui fait l'amour sur le canapé. Le lendemain, Doug commence à suivre Claire et entre dans la laverie après elle. Lorsqu'elle se met à pleurer parce qu'elle trouve des taches de sang fanées sur sa chemise, il en profite pour entrer en contact, faisant semblant de la réconforter. Pour qu'elle se sente mieux, il l'emmène boire un verre. Ils discutent et créent des liens, bien que Doug mente et qu'ils lui disent qu'il travaille dans la construction et que son père vit en banlieue au lieu d'être en prison. Puis il l'emmène faire un tour en bateau, prétendant qu'il appartient à un ami. Mais en fait, il s'introduit par effraction juste pour ça. Quand elle lui pose les questions sur tous les voleurs de banque qui vivent à Charlestown, il dit simplement que les histoires sont exagérées. Le lendemain, lorsque Doug rencontre Jem, il lui dit qu'il contrôle Claire et qu'elle n'a pas besoin d'être tuée. Après avoir interrogé et tabassé un de ses contacts criminels, Frawley obtient un indice. Ces voleurs ne faisaient pas de camions comme les autres. Ils savaient comment faire fonctionner la boîte. Ce type de connaissance ne peut être acquis qu'en travaillant dans un endroit comme Vericom. Il commence donc à examiner les dossiers de travail et les profils des employés. Frawley rencontre également Claire pour le déjeuner pour lui poser d'autres questions et essaie de flirter avec elle, mais elle mentionne qu'elle est déjà en train de voir quelqu'un. Claire et Doug commencent à sortir ensemble, un fait que Doug garde caché à son gang. Puis ils se rapprochent, plus ils partagent d'informations les uns sur les autres. Claire admet qu'elle travaille avec le FBI et Doug fait semblant d'être simplement curieux de lui demander s'ils ont des suspects possibles. Elle mentionne également le tatouage qu'elle a vu, qu'elle ne sait pas si elle en parle à Frawley car cela peut la tuer. Doug lui conseille de garder ce secret pour l'instant comme une carte qu'elle pourra jouer plus tard, surtout si cela signifie éviter la protection des témoins. En retour, Doug partage que sa mère l'a quitté quand il avait 6 ans et qu'il a essayé de la retrouver mais son père n'a jamais rien fait à ce sujet. Au cours d'un de leurs rendez-vous, Claire raconte qu'elle doit faire le long chemin pour se rendre au travail parce que certains membres du gang jettent des bouteilles sur son véhicule si elle prend la route normale. Alors après l'avoir déposée chez elle, Doug récupère Jem et ensemble ils vont intimider les agresseurs. Doug ne fait que les battre et planter de la drogue en leur disant de partir avant la fin du week-end. Mais Jem s'en mêle trop et tire sur la jambe du gars avant d'enlever son masque et de lui montrer son visage. Doug n'est pas content de la violence de Jem ces derniers temps. Pendant ce temps, Frawley trouve le dossier de Des en tant qu'employé de Vericom, dont les jours de maladie correspondent aux dates de divers vols de banque. Cela leur permet de le suivre dans un barbecue familial et de découvrir l'identité de tout le gang. Bien qu'il leur manque encore des preuves tangibles pour les attraper, pour l'instant,
temps, Frowley ordonne à ses agents de les surveiller tous. Alors qu'ils déjeunent ensemble par une journée ensoleillée, Claire dit à Doug que ce temps lui rappelle le jour où son frère est décédé. Lorsqu'elle quitte la table un instant pour aller aux toilettes, essaie de le faire partir en vain. Claire revient, et bien que James soit clairement choqué de la voir, il continue de jouer le jeu et bavarde un peu avant de partir. Alors que Doug s'assure de lui dire au revoir comme excuse pour couvrir le tatouage avec sa main. Plus tard, James confronte Doug à son sujet, pensant que c'est une mauvaise idée de coucher avec la personne qui pourrait les envoyer en prison. Il ne l'a pas dit aux autres, mais il veut que Doug fasse quelque chose et qu'il s'engage plutôt sur leur prochaine opération. Doug ne pense pas qu'ils soient prêts pour leur prochain braquage, car il n'aime pas les gars avec qui ils vont travailler. Alors il devrait trouver quelqu'un d'autre. James insiste cependant. Alors Doug cède à une condition, ce sera son dernier emploi. Ensuite, il va voir son père en prison pour lui dire qu'il va s'absenter un moment et lui demander pourquoi il n'a jamais cherché sa mère. Son père répond qu'il ne sert à rien d'essayer de faire une mère de quelqu'un qui ne veut clairement pas en être une. Le vendredi arrive, c'est l'heure de leur prochaine opération. Ils obtiennent des cheveux d'un salon de coiffure pour les planter comme fausse preuve, se lavent soigneusement et nettoient tout leur équipement avec de l'eau de javel afin qu'il n'y ait pas d'empreinte digitale dessus. Ensuite, ils prennent la voiture pour suivre un camion blindé et le braquent dès qu'ils se garent. Les choses se passent bien au début, mais l'un des gardes essaie de riposter et pointe son arme sur eux. La police les poursuit également. Pour ne pas perdre plus de temps, il tue le garde et retourne à la voiture, s'éloignant le plus vite possible pour ne pas se faire prendre. Il provoque de nombreux accidents sur le chemin et lorsque les flics les coincent enfin, il leur tire dessus également avant de repartir et de s'échapper par le chemin qui vient. Cette fois, Blancy essaie des mouvements de conduite risqués qui lui permettent d'écraser les voitures de police les unes contre les autres. Et ils finissent par les perdre lorsqu'ils trouvent leur quatrième membre de l'équipe qui les attend dans une autre voiture. Alors ils changent de véhicule et allument le précédent. Voiture en feu, bloquant la route aux flics. Frowley, qui suit l'affaire depuis son bureau, ordonne à la police de fermer le pont. Mais il est trop tard. Les voleurs le traversent avant que les flics n'arrivent. Alors qu'ils changent à nouveau le véhicule, ils sont vus par un agent par hasard qui est garé à proximité mais il ferme les yeux sur eux. Bien qu'il n'ait pas encore de preuves légitimes à utiliser, Frowley veut au moins leur parler. Alors il envoie ses hommes les amener tous les quatre pour les interroger. Après leur avoir fait lire les lignes que les voleurs ont dites aux victimes, Frowley essaie de poser quelques questions, mais James reste simplement silencieux après avoir demandé un avocat. Et Doug, sachant qu'ils n'ont rien sur lui, il dit qu'ils ont toujours su qu'ils ont été suivis par le FBI parce que tout le monde sait à quoi ressemblent leurs antennes. La prochaine étape de Frowley est d'essayer à nouveau d'obtenir des indices de Claire, mais lorsqu'il appelle la banque, il découvre qu'elle a démissionné. Se méfiant d'elle maintenant, il oblige ses hommes à mettre son téléphone sur écoute et apprend qu'elle a été en contact avec Doug tout ce temps. Doug apprend également qu'elle a démissionné lorsqu'il la rencontre pour lui offrir un collier de diamants. Alors il en profite pour lui demander de partir avec lui, ce qu'elle accepte. Une fois leur rendez-vous terminé, Claire reçoit la visite de Frowley qui remarque le collier avant de lui montrer le profil de Doug et de lui dire la vérité. Pendant ce temps, Doug rencontre Jem qui a un nouveau travail de faire J, mais Doug refuse et lui dit de trouver quelqu'un d'autre parce qu'il a terminé. Cela met Jem en colère, qui l'accuse d'avoir abandonné Chris et son bébé. Mais Doug lui rappelle que personne ne sait qui est le père, et bien qu'il soit reconnaissant que la famille de Jem l'ait accueilli quand il était enfant, ils n'allaient jamais être tous les trois heureux de jouer à la maison. James souligne qu'il a une fois tué un type pour protéger Doug et qu'il a été emprisonné pendant 9 ans pour cela. Mais Doug n'est pas touché, il refuse toujours le travail. Il va ensuite voir Fergie pour l'informer également. Mais Fergie ne veut personne d'autre car Doug est le vrai cerveau ici. Le père de Doug est également allé en solo il y a de nombreuses années. Et c'est pourquoi Fergie a branché sa mère avec de la drogue. Elle n'est jamais partie. Elle est morte d'overdose et Doug s'est fait mentir tout ce temps. S'il n'accepte pas le poste, Fergie menace de faire à Claire la même chose qu'il a fait à sa mère. Doug se précipite chez Claire pour vérifier qu'elle va bien, mais elle le met dehors et ne le laisse pas s'excuser ou s'expliquer. Dès lors, il essaie de garder un œil sur son appartement et voit l'un des voyous de Fergie accrocher une couronne funéraire à sa porte. Doug le détruit car il accepte finalement qu'il n'aura pas d'autre choix que d'accepter ce travail. Après avoir rendu visite à Chris pour lui dire qu'il partira après ce travail, Doug tente à nouveau d'approcher Claire et lui promet qu'il ne lui fera jamais de mal, car il a dévalisé de nombreuses banques mais n'a jamais tué personne. Puis il lui demande de l'attendre avant de partir. Le gang s'est réuni pour entendre le plan de Fergie. Il a des informations privilégiées pour voler Fenway Park et ils le feront le matin après le grand match lorsque leur coffre-fort sera plein. Pendant qu'il passe en revue les détails, Frowley aborde Chris dans un bar, pensant qu'elle est peut-être le maillon faible de la famille. Après avoir fait semblant de flirter avec elle, il lui montre son badge et laisse entendre qu'il sait qu'elle est en bulle avec Fergie. Lorsqu'elle demande un avocat, il agit et sème la discorde en soulignant que même si elle a été avec Doug pendant de nombreuses années, il ne lui a jamais acheté de collier de diamants. Chris lui donne une fausse piste. Alors le jour de l'opération, Frowley et ses hommes suivent le mauvais camion pendant que Chris rend visite à Doug pour lui demander de l'emmener
avec lui, car elle veut aussi une nouvelle vie. Mais Doug la met dehors après lui avoir dit il part avec quelqu'un d'autre. Frowley la retrouve plus tard à l'hôpital après avoir accidenté sa voiture lorsqu'elle était sous l'influence, et il promet qu'il trouvera une protection pour elle et son enfant en échange d'informations. Sentant qu'elle s'habitue toujours, elle cède et lui parle de Fenway Park. Alors que Days utilise ses connaissances d'électricien pour désactiver les alarmes et les caméras de sécurité, Doug et Jem se déguisent en flics et sont autorisés à entrer dans le stade par un contact de Fergie. Ils rencontrent des employés et des gardes, mais leur acte de police ne fonctionne pas, et bientôt ils sortent leurs armes et obligent les hommes à s'abaisser au sol pour qu'ils puissent les attacher. Ensuite, ils montent à la caisse et disent aux employés d'ouvrir la porte et de ne pas lancer l'appel des détresses, car ils ont des hommes devant chez eux et ils tireront sur leurs femmes s'ils essaient quoi que ce soit. Évidemment, ils sont autorisés à entrer. Après avoir rempli leur sac avec le plus d'argent possible, ils sortent par le parking, où Gloancy et Days les attendent avec une ambulance. Le FBI encercle déjà le périmètre, mais dès que Jem les voit essayer de se faufiler, il ouvre le feu sur eux. Une fusillade entre voleurs et agents commence, et Gloancy se fait tirer dessus au milieu, mais au moins ils l'ont mis sur le gilet. Pendant que les trois autres continuent de tirer, Days se faufile et ouvre la porte pour qu'il puisse pousser le camion avec les agents hors de là. Après avoir refermé la porte, Doug dit à Days que contrairement aux autres, il n'a pas de casier judiciaire, donc il peut sortir et n'avoir que 7 ans et qu'aucun d'eux ne lui en voudra. Days, cependant, se sent plutôt insulté par cela et reste après avoir lancé le mot F à Doug. Le FBI lance alors des grenades assourdissantes à travers les fenêtres et tandis que les sens des voleurs sont compromis, ils envoient des agents spéciaux à l'intérieur qui tirent sur Days dès qu'il se lève. Gloancy décide d'opter pour un plan très risqué. Il partira en voiture et gardera l'attention du FBI sur lui pendant que Doug et Jem remettront leur costume de flic et s'éloigneront, simplement par la porte car le FBI ne cherche pas de policiers. Doug s'inquiète pour la sécurité de Gloancy s'il sort, mais Gloancy promet qu'il est un excellent conducteur et qu'il sait comment s'échapper. L'ambulance sort et parvient à traverser le pâté de maison sans problème. Mais lorsque le FBI ne peut pas l'arrêter en tirant simplement sur les roues, un tireur d'élite tue Gloancy en le mettant sur la tête. Pendant que le FBI vérifie l'ambulance, pensant que tous les voleurs sont là, Doug et Jem réussissent à enfiler leurs uniformes de flics et s'échappent facilement se mêlant à d'autres agents. Cependant, l'astuce ne dure pas longtemps. Le FBI reçoit des informations des employés qui avaient été ligotés à l'intérieur, disant qu'ils avaient été pris en embuscade par des flics. Alors Frowley commence immédiatement à chercher des agents au comportement suspect. Il remarque rapidement que Jem s'éloigne rapidement avec un gros sac sur l'épaule et le suit dans un parking. Dès que Frowley l'appelle par son nom, Jem ouvre le feu sur lui et bientôt il se retrouve entouré par le FBI et les flics pendant que Doug regarde de l'autre côté de la rue. Frowley parvient à blesser Jem à la jambe, alors il se cache derrière une boîte aux lettres pour se rendre compte qu'il n'a plus de balles. Refusant de retourner en prison, il se suicide en sortant avec ses armes à la main, obligeant les agents à lui tirer dessus sur le champ. Doug ne laisse pas son sacrifice être vain et s'échappe au volant d'une voiture de police pendant que tout le monde est occupé à vérifier le corps de Jem. Il se rend en voiture chez le fleuriste et tue Fergie et son voyou, sans se faire blesser en retour car il porte un gilet pare-balles. Ensuite, Doug récupère de l'argent qu'il avait caché et appelle Claire, qui a le FBI avec elle dans l'appartement pour écouter sa conversation. Claire lui demande de venir affirmant qu'elle est seule, mais Doug sait qu'elle ment car il surveille l'appartement depuis un immeuble voisin. Il accepte quand même d'y aller, lui demandant de le rencontrer à la porte de derrière dans 1 heure. Après qu'il s'est à nouveau excusé auprès d'elle, Claire mentionne « jour ensoleillé » comme un indice subtil pour lui faire savoir que tout cela est un piège, et Doug joue le jeu. Pendant que le FBI attend avec Claire quelqu'un qui n'arrivera pas, Doug cache de l'argent dans son jardin et laisse une note sur la voiture de Frowley, l'insultant. Puis il quitte la ville en train tout en portant un uniforme. Frowley se méfie de la ligne « jour ensoleillé » de Claire, mais il est trop énigmatique pour qu'il l'utilise comme preuve de quoi que ce soit, et Claire est libre de toute accusation possible. Quelques jours plus tard, elle trouve l'argent que Doug lui a laissé avec une note disant qu'un jour ils se reverront peut-être. Elle décide d'en faire un don pour rénover l'aréna de hockey sur glace locale où Doug a déjà joué à la mémoire de sa mère.